Bienvenue au musée de minéralogie de l'École des mines de Paris, qui se situe donc à l'intérieur des mines Paris PSL. Si les deux sont dans le même nom, c'est évidemment qu'ils sont extrêmement impliqués et entremêlés entre eux. L'École des mines a été fondée en 1783 sous le nom de l'École royale des mines, car le roi Louis XVI voulait une école pour pouvoir former ses futurs ingénieurs et directeurs de mines. Ça existait déjà en Angleterre et en Allemagne, et donc il s'est décidé à créer une en France. Le musée de minéralogie, lui, a été fondé en 1794 et a été dirigé par l'abbé René Juste Haüy et avait pour principale mission de récolter et de cataloguer la diversité géologique de la France et de pouvoir l'exposer ainsi à tous les élèves de l'école des mines. C'était un but principalement donc stratégique, montrer la diversité de tout le sol en France et dans le monde. C'est extrêmement lié évidemment à l'école des mines car cette collection était à disposition des étudiants et des élèves afin qu'ils puissent venir directement dans le musée et observer tous les échantillons qu'il y avait directement et même, pourquoi pas, tester directement sur les échantillons présents. Une des premières questions qu'on peut se poser en venant du musée de minéralogie, c'est évidemment comment est-ce qu'on différencie tous les différents minéraux. En général, la première chose qu'on peut penser, quand on voit tous les minéraux présents dans cette pièce, ce sont évidemment les formes et les couleurs qui changent. Si j'en parle, c'est parce qu'évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas du tout une caractéristique principale pour différencier les minéraux. Et pour exprimer très simplement cet exemple, je vous présente le gypse, juste ici, qui, dans sa forme naturelle la plus courante, est sous cette forme de très grand cristal transparent. Mais si ce gypse pousse, entre gros guillemets, dans une zone beaucoup plus aride, avec beaucoup plus de sable, elle va être d'une forme tout à fait différente, que je pense vous connaissez bien. Ça va être cette forme-ci, qui est ce qu'on appelle plus communément une rose des sables. Mais encore une fois, si ce gypse pousse dans un endroit tout à fait humide, avec énormément de fuite d'eau, il va avoir une forme tout à fait étonnante, qui est juste ici beaucoup plus tentaculaire. Donc les formes et les couleurs ne sont évidemment pas le meilleur moyen pour comprendre la différence entre les minéraux. La meilleure manière de comprendre, c'est de vraiment les observer d'un point de vue chimique, leur composition chimique, mais également leur cristallisation, la manière dont ils se sont solidifiés dans la nature. Pour constituer ces collections, le musée a évidemment eu recours à plusieurs moyens, et l'un d'entre eux sont les échanges entre plusieurs institutions du même type, donc d'autres musées spécialisés en minéralogie. Une de nos pièces les plus exceptionnelles en termes d'échange va être cette tourmaline dite Blue Cape, qui est aussi appelée la reine des tourmalines. Elle a une histoire assez particulière, et notamment dans le sein de notre musée, car elle a été découverte en 1972 dans une mine aux États-Unis, en Californie plus précisément, et on n'en a extrait que 37 au total. Donc c'est vraiment une tourmaline assez rare. Et en fait, pour l'obtenir, le musée a dû échanger l'équivalent d'une centaine d'autres tourmalines. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, à une certaine époque, pour faire des échanges entre institutions, on se basait sur la valeur monétaire des minéraux. On s'est très vite rendu compte qu'évidemment, ça n'avait aucun intérêt à l'international dû aux nombreux taux de change et aux nombreux changements de monnaie qui ont eu lieu au cours de ces derniers siècles. C'est donc au milieu des années 50 qu'ont eu lieu l'inauguration d'un système de points. Ces points étaient décidés par les conservateurs des musées et des collections. Et en fait, ils se basaient sur la rareté, la beauté, l'origine du minéral, sa taille évidemment, ou même le type, son innovation scientifique. C'était évidemment tout à fait subjectif et les négociations étaient largement possibles pour obtenir un minéral. Cette tourmaline-ci, nous l'avons obtenue à peu près dans les années 80, il me semble. Et en fait, sur une échelle de points, il en vaut 2800. C'est notre minéral le plus cher en termes de points. Et en fait, pour obtenir ces 2800 points, on a échangé cette centaine de tourmalines. Donc en fait, toutes celles-ci additionnées ramènent à 2800 points. Et à côté, en fait, en comparaison, on a une fluorite qui, elle, ne vaut que 600 points. Alors que, évidemment, ça reste très exceptionnel. Mais en fait, même si elle est assez grande, même plus grande que la tourmaline, il faut savoir que la fluorite est plus courante. Dans la croûte terrestre, on en trouve un peu plus facilement que des tourmalines. Et même si la couleur est assez belle, même très belle, on ne va pas se mentir, elle reste tout à fait moindre comparée à la tourmaline.
Au sein des collections du musée de minéralogie, on retrouve de nombreux minéraux d'exception, notamment des béryls. Alors, que sont les béryls? Ce sont les minéraux qui forment une très grande famille de pierres précieuses, notamment, que vous pouvez reconnaître. Lorsque le béryl est vert, on l'appellera émeraude, et lorsque le béryl est bleu, on l'appellera aigue marine. Au sein du musée de minéralogie, nous possédons également une très grande collection de gemmes. Ce qu'on définit par gemmes, ce sont des pierres taillées et notamment utilisées en joaillerie. Nous possédons des gemmes qui appartenaient aux joyaux de la Couronne de France. Alors, qu'est-ce que la collection des joyaux de la Couronne de France? Il s'agit d'une collection créée par François Ier vers les années 1530 et qui avait pour objectif d'avoir une cassette dédiée uniquement aux joyaux pour la royauté française. Donc en fait, tous les rois récupéraient ces gemmes et pouvaient les réutiliser pour en faire de nouveaux bijoux, des nouvelles couronnes. Nous illustrons notamment ces joyaux de la Couronne de France par deux exemples de gemmes qui vont appartenir à l'impératrice Marie-Louise, la deuxième épouse de Napoléon Ier. Elle aimait énormément les gemmes, au point qu'on savait que sa collection personnelle en disposait plus de 77 000. Cependant, à la destitution de Napoléon Ier, il y a eu énormément de ventes aux enchères entre 1871 et 1887. Afin de pouvoir se débarrasser un maximum de ces gemmes et pouvoir annihiler absolument toute cette idée de monarchie et d'impérialisme pour le peuple français. Ces gemmes retrouvées ici ont été sauvées de ces ventes aux enchères et conservées au sein du musée afin de quand même pouvoir garder une trace de la puissance française. Ici, vous avez des topazes roses qu'on appelait auparavant rubis du Brésil, car on était persuadé que c'était des rubis. Qui appartenait à une parure de Marie-Louise. On en a une partie ici au musée de minéralogie. Il faut savoir que le Muséum d'histoire naturelle dispose également de certaines de ces topazes roses. Et pendant très longtemps, ils ont pu reconstituer toute une parure qui appartenait à Marie-Louise. Juste à côté, nous avons des améthystes. Alors aujourd'hui, on peut se dire une couronne d'améthyste, une parure d'améthyste, ça fait presque un petit peu vieillot. En réalité, il n'existait que 2 mines d'améthyste à l'époque de Marie-Louise. C'était donc une pierre extrêmement rare et donc très recherchée, notamment pour la royauté. Il n'existe aucune représentation de Marie-Louise avec cette parure, parce que le peintre n'a peut-être pas eu le temps, elle n'a pas tant porté que ça. Et la seule chose qui nous reste, c'est un croquis qui appartenait à la maison Chaumet, car il s'agit en réalité de la maison descendante du joaillier qui a réalisé cette parure, M. Nitto. Lorsqu'on parle de joyaux de la couronne, on parle notamment aussi de patrimonialisation. Et pour exprimer et illustrer cet exemple, nous avons notamment une alexandrite qui nous a été donnée en 1882 par le lapidaire Henri Garot, qui l'avait présentée à une exposition universelle, notamment celle de 1878, et qui est une pierre très exceptionnelle dans son genre. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a récupérée en 1882, elle n'est jamais ressortie de nos stockages. Et nous l'exposons uniquement pour cette exposition. C'est une pierre très exceptionnelle car elle change de couleur en fonction de la lumière. C'est-à-dire que si c'est la lumière de jour, la pierre va apparaître verte, alors que si la lumière est plutôt incandescente, la pierre va apparaître rouge. Évidemment, lorsqu'on parle de gemmes, il est absolument impossible de penser à autre chose que du diamant. Ici, au musée, nous possédons toute une vitrine qui est consacrée aux diamants et notamment à ses imitations qui sont extrêmement variées. Il faut savoir que le diamant, chimiquement parlant, ne se compose que de carbone. Mais il existe d'autres minéraux qui se composent uniquement de carbone, notamment le graphite. Donc en réalité, fabriquer des diamants à partir de graphite, c'est possible. Donc il suffit simplement de les compresser, de les chauffer extrêmement fort afin de pouvoir obtenir un faux diamant qui, chimiquement parlant, ressemblera exactement à un véritable diamant. La seule différence qu'on peut faire se situera au niveau de la cristallisation. Donc tous les minéraux ne se cristallisent pas de la même manière dans la nature, et donc le graphite et le diamant ne le font pas de la même manière naturellement. Mais c'est uniquement de cette manière-là qu'on peut récupérer et repérer un véritable diamant d'un faux. Ici, notamment, tout en bas, nous avons représenté le plus gros diamant jamais retrouvé au monde, le Cullinan. Le Cullinan a été découvert en 1905 et a été offert au roi Édouard VII pour son anniversaire en 1907. Il l'a donc décliné en 9 diamants et en 96 brillants, qui sont des diamants de forme ronde, et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui sur les bijoux de la couronne anglaise. Le Cullinan I est sur le sceptre du roi Charles III, tandis que le Cullinan II se situe plutôt sur sa couronne de sacre. Au cours de son histoire, le musée de minéralogie s'est également enrichi grâce aux saisies révolutionnaires.
Alors, en quoi consistent des saisies révolutionnaires? C'est tout simplement en 1789, évidemment, la plupart des personnes de la noblesse et du clergé se sont vues confisquer leur propre collection d'art et de minéraux personnels. Et toutes ces collections se retrouvaient entassées dans d'énormes entrepôts, notamment l'entrepôt dit de Nels. Et en fait, les conservateurs des muséums et des musées étaient invités à aller dans ces entrepôts et à se servir, à prendre tout ce qu'ils voulaient et à revenir avec. Au sein de nos catalogues et de nos archives, tous ces minéraux étaient donc inscrits sous la mention saisie révolutionnaire. Il était impossible de savoir réellement à qui ça appartenait. En réalité, c'est en cherchant pour constituer cette exposition qu'une des deux commissaires est tombée sur tous ces objets que vous voyez juste ici, qui sont des objets taillés, constitués de différents minéraux. Vous avez de la jadéite, de la néphrite, du quartz et même de l'améthyste. Et en fait, en tombant sur ces objets, elle s'est demandé d'où est-ce qu'ils provenaient. Et en remontant un petit peu le fil de tous les objets, en remontant le fil de nos archives, elle est tombée sur le nom de M. Bertin. M. Bertin était un des anciens ministres de Louis XV, ministre des Finances, et c'est notamment un des premiers à avoir réfléchi à un concept d'école pour pouvoir former de futurs ingénieurs des mines en France. Un des principaux moyens pour le musée de minéralogie d'agrandir ses collections, quand en tout cas l'école a été créée, ça a été de faire des collectes directement sur le terrain. C'est-à-dire que les missions des étudiants, des ingénieurs et des professeurs de l'école des mines étaient d'aller sur le terrain, récolter des minéraux et des roches pour les ramener à l'école et au laboratoire afin de pouvoir les examiner. Mais pour pouvoir vraiment avoir une vision globale de la diversité minéralogique et géologique en France, il a fallu évidemment réaliser une carte. C'est comme ça qu'on se retrouve devant la première carte géologique de France, sortie en 1841. Elle a notamment été réalisée par M. Dufresnoy et M. Élie de Beaumont, qui en fait ont parcouru plus de 80 000 km à pied, parmi toute la France, pour pouvoir en fait relever les différences géologiques en France. Cette carte a mis plus de 10 ans à être sortie, car évidemment sur 80 000 km à pied, beaucoup d'erreurs ont été commises. Parfois on avait 2 fois les mêmes échantillons, parfois on n'avait rien du tout sur des zones entières. Ils ont donc dû s'y reprendre à plusieurs fois. Cette carte aujourd'hui est encore extrêmement utilisée comme référence, comme base, pour les nouvelles cartes géologiques qui sortent en France. Nous, au musée, on a pu illustrer cette carte en rajoutant, vous voyez, des numéros à plusieurs endroits qui représentent en fait toute cette diversité géologique. Par exemple, le numéro 8 ici, en réalité, représente le calcaire à Paris. La plupart des constructions parisiennes, en tout cas à l'époque, se fabriquaient en calcaire. Le numéro 11 ici, où on retrouve une très grande quantité de pierre de Volvic, qui est une pierre noire, explique notamment pourquoi la cathédrale de Clermont-Ferrand est en pierre noire. Elle n'est pas sale, c'est la pierre qui est ainsi. Le numéro 4, juste ici, ça c'est un peu ma vie personnelle, représente donc le centre de la France, c'est tout ce qui va être le tuffeau. Le tuffeau est un calcaire et beaucoup d'habitations et de caves sont réalisées dans les falaises de calcaire et sont appelées des habitations troglodytes. Au sein du musée de minéralogie, évidemment, nous possédons bien plus que des minéraux qui proviennent de la Terre. Nous avons également quelques spécimens qui proviennent de l'espace. Mais également, pour agrandir notre collection, certains spécimens ont dû être achetés directement à des particuliers ou à des marchands. Ici, nous avons un exemple d'une météorite que nous avons achetée, nous, en 2006, et qui est le dernier très grand achat qu'on a réalisé, en tout cas au musée de minéralogie. Ce que vous voyez ici, c'est un noyau de météorite ferreuse qui est tombé en 1947 en Sibérie. On a des traces visuelles de cette chute, il existe beaucoup de timbres et de peintures notamment, et c'est un des plus gros morceaux qui a été récupéré de cette chute. Lorsque nous l'avons acheté en 2006, elle avait une certaine valeur qui aujourd'hui a été multipliée par 16. On ne pourrait clairement plus l'acheter aujourd'hui. Cet échantillon de météorite pèse plus de 115 kg, car il y a très peu d'oxygène à l'intérieur. Elle est composée essentiellement de fer et de nickel, ce qui est assez courant en réalité au sein des météorites. Ici, nous nous retrouvons face à un morceau de sidérite très exceptionnel, même au sein de la collection du musée de minéralogie. Il s'agit d'une sidérite qui est tombée il y a plus de 600 000 ans en Arizona et qui a causé un cratère qui fait 175 mètres de profondeur et 1 km de rayon. Lorsque nous, on l'a récupérée, ou en tout cas qu'on nous l'a donnée, elle faisait déjà 225 kg. Comment est-ce qu'on reconnaît réellement une météorite tombée du ciel? C'est non seulement elle est composée de fer, mais également de quelques composants chimiques qu'on ne connaît pas sur Terre. Et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est une météorite.
Lorsqu'elle est tombée, son impact a été tellement impressionnant que quasiment tout a été décimé sur son passage. On estime que l'impact que cette météorite a eu sur la Terre est l'équivalent de l'impact qui aurait décimé les dinosaures. Il faut savoir également que grâce à cette météorite, on a notamment pu commencer à faire des recherches sur les diamants. Lorsqu'on l'a découverte, il y avait de minuscules morceaux de diamants à sa surface, et c'est comme ça qu'on s'est posé les premières questions sur comment est-ce que les diamants se créaient. Donc au tout début, on pensait que les diamants venaient de l'espace, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on suppose que c'est plutôt l'impact avec la chaleur qui a fait que des microscopiques diamants se sont formés sur la surface. Et donc au sein du musée de minéralogie, nous présentons plusieurs minéraux, et notamment plusieurs fois le même minéral, afin de bien pouvoir comprendre les différentes formes qu'il peut avoir. Ici, nous présentons notamment du soufre, un élément natif qui se cristallise de manière orthorhombique et qui présente plusieurs formes assez exceptionnelles. Et tout de suite, nous allons pouvoir voir le sulfure de fer et également toutes ces formes et cristallisations tout à fait différentes. Et donc le voici, le sulfure de fer que ici nous représentons sous la forme de pyrite, qui se cristallise plutôt de manière cubique, et qui est déjà plus complexe que le soufre que nous venons juste de voir. Et enfin, troisième pièce du puzzle, du sulfure de fer, où on retrouve également du cuivre, ce qui donne de la chalcopyrite. Les minéraux ont aussi longtemps été utilisés comme pigments, notamment pour la peinture. Par exemple, le sulfure de mercure, qu'on appellerait plutôt cinabre, hop là, qui se situe plutôt par ici et qui donne ce qu'on appelle le rouge Pompéi. Donc toujours dans la série des pigments, on va retrouver notamment un minéral qui s'appelle l'or-piment, et qui porte plutôt bien son nom, qui était notamment utilisé pour les enluminures de livres afin de pouvoir créer toutes ces lettres un peu dorées. Ce qu'il faut savoir sur l'or-piment, c'est que c'est également un arsenic très puissant qui a notamment tué beaucoup de peintres et de coloristes. Car ils léchaient très souvent leur pinceau. Si l'or-piment est protégé par un panneau comme ceci en bois, c'est car il est très sensible à la lumière, et si jamais il est trop longtemps exposé à des rayons du soleil, il peut virer en noir. Donc troisième exemple de pigment originaire de minéraux, vous avez la lazurite. La lazurite, elle, est colorée grâce au soufre qu'on retrouve non pas dans un état natif, mais avec un ion en plus, ce qui donne cette belle couleur bleue qui était extrêmement rare mais également extrêmement chère. La lazurite est donc le minéral qu'on retrouve au sein d'une roche appelée lapis lazuli. Retrouvez donc ici une étagère notamment dédiée à tous ces minéraux réduits en poudre pour en fabriquer les pigments. Vous avez ici des exemples de pigments pour la manufacture de Sèvres, des minéraux dont on a déjà parlé, la lazurite pour le bleu, mais retrouvez aussi l'or-piment dont nous avons parlé, qui est ce pigment jaune doré qui ici a été trop exposé au soleil et qui donc a réellement noirci, n'ayant plus aucun intérêt esthétique. Donc ici on est devant une vitrine assez particulière qui contient ce qu'on appelle des minéraux fluorescents. À la lumière normale, on ne voit aucune différence. Mais si j'allume ma lumière UV, voilà, donc c'est certains spécimens qui sont assez particuliers, par exemple l'autunite ou la fluorite qui vont réagir comme ça à la lumière UV. Donc en conclusion de toute cette visite, on peut se demander quel est l'intérêt de notre collection encore aujourd'hui. On a bien compris toute cette collection au fil des années, mais encore aujourd'hui, la collection du musée de minéralogie a un énorme impact et un énorme intérêt. Notamment un intérêt scientifique, avec une présentation des minéraux qu'on peut utiliser notamment dans les téléphones portables. On s'en doute peut-être pas, mais dans un seul téléphone portable peut se situer plus de 40 minéraux différents. Et certains sont évidemment beaucoup plus rares que d'autres. Et d'autres sont évidemment beaucoup plus compliqués à obtenir que d'autres. Ici, nous présentons notamment l'exemple du lithium, qui est très utilisé pour les batteries de trottinettes et de voitures électroniques. Les plus grands fabricants, les plus grandes mines de lithium se trouvent en Australie et au Chili, mais on sait qu'aujourd'hui en France, il y a des possibilités d'ouvrir des mines de lithium. Se posent alors les questions notamment écologiques, car extraire du lithium demande énormément d'eau. Et donc ces questions se posent, est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice écologique pour pouvoir ouvrir nos propres mines de lithium et pouvoir enfin les extraire de manière correcte? Ou est-ce qu'on va continuer à aller en chercher en Australie et au Chili, quitte à fermer parfois un peu les yeux sur des conditions d'extraction?
Un autre minerai dont on parle énormément va être le cobalt. Le cobalt aujourd'hui est énormément utilisé, pareil, dans les batteries de téléphones portables, mais est également en fait un très grand problème, notamment pour la République démocratique du Congo, où se situe la plus grande mine de cobalt au monde. Cette mine principale est notamment gérée par énormément d'industries chinoises qui ont vraiment la mainmise sur tout le cobalt officiel, sans compter évidemment toutes les mines non légales qui sont tout autour et qui posent énormément de problèmes d'un point de vue humain. Mais autrement que ces nouvelles un peu moins réjouissantes, notre collection sert également pour la conquête spatiale. Un de nos échantillons de diopside a été choisi par la NASA en 2016 pour être envoyé au sein du rover Perseverance pour pouvoir servir de repère et de minerai de référence pour pouvoir faire des prélèvements directement sur Mars. On sait qu'il ne reviendra jamais, donc on lui souhaite très bon voyage d'ici là. Et enfin, notre collection sert également pour comprendre la formation des diamants, qui aujourd'hui est une véritable question en termes notamment de joaillerie, parce que fabriquer du diamant, en réalité, en tout cas des faux diamants, n'est pas si compliqué, en théorie évidemment. On prend juste du carbone et il faut le presser et le chauffer extrêmement fort. Évidemment, on ne fait pas ça à main nue, il faut des grandes machines, mais scientifiquement parlant, d'une manière de composition, on ne verrait aucune différence entre ce diamant fabriqué à partir de carbone et un véritable diamant issu de la Terre. Voilà, c'est donc la fin de ce tour du musée de minéralogie. Même si nous avons vu quelques espèces qui ont un très grand intérêt scientifique, mais également artistique, il faut savoir que le musée de minéralogie est évidemment beaucoup plus grand que ça. Nous possédons plus de 100 000 spécimens au total dans nos collections, dont plus de 5 000 montrés au public. Nous sommes la 4e plus grande collection de minéralogie mondiale, mais aussi la 2e plus grande française après le Muséum d'histoire naturelle.